Du coup, on a 25 minutes pour parler de est-ce que votre API passe le contrôle technique. Avant ça, très rapidement, je m'appelle François-Guillaume Ribreau. Je voulais savoir si ici dans la salle, il y en a certains qui sont des solo founders ou qui maintiennent des SaaS tout seuls. Il y en a un là. Ok, très bien. Actuellement, je suis architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai créé aussi des SaaS à côté. Donc, je ne sais pas qui connaît ici Google Image Chart. Personne? Ok, si. Donc si vous envoyez des graphiques à vos clients via email, vous avez besoin de les générer server-side, c'est chiant, on fait ça à chaque projet. Du coup j'en avais marre et comme Google Image Chart est deprecated et qui s'est arrêté en mars dernier, en 2016 j'avais fait une alternative. Redspin pour ceux qui font du Redis? Il y a quand même un peu plus. Bah, Redspin c'est un PHP admin pour Redis. Et puis l'autre je passe. Ok, on commence. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez Christopher Strachey. Christopher Strachey, c'est un développeur qui a eu un fort impact sur l'informatique parce qu'en fait, il était dans le labo de recherche et développement d'Alan Turing. Donc il travaille sur les premiers micro-ordinateurs. Et ce que nous dit Christopher Strachey, donc c'est il y a 50 ans quand même, il nous dit qu'il est convaincu que les sciences informatiques vont devenir une science importante, très bien. Et c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. C'est qu'actuellement, on est encore dans un état primitif et qu'il nous faut apprendre les principes fondamentaux. Et que les universités, plutôt que d'essayer d'apprendre l'état de l'art, devraient plutôt essayer de rechercher les principes fondamentaux et de les transmettre. L'objectif de ce talk, et on n'a que 25 minutes ensemble, donc normalement c'est un talk déjà qui fait 50 minutes, mais il est réduit. L'objectif de ce talk, c'est de parler des principes sous-jacent à la construction des API qui était valide il y a 50 ans, dont l'objectif est aussi qu'il soit valide dans 50 ans. Je ne vais pas vous parler de framework, de langage de programmation, etc. C'est des choses qui sont temporelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'attaquer aux principes sur des choses qui sont intemporelles. Et une fois qu'on les connaît, du coup, ça peut être maintenu dans le temps, cette connaissance-là. Donc, est-ce que notre API passe le contrôle technique? Bon, déjà, qu'est-ce qu'un contrôle technique? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle, 410 points de défaillance. Si je vous demande de mémoriser ça rapidement, ça va prendre un peu de temps. Le cerveau humain est capable de mémoriser les choses, le nombre pi, on est capable de mémoriser les chiffres après la virgule à une certaine échelle, mais ça prend du temps. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, que l'humanité a trouvée pour arriver à retenir des points de contrôle, c'est justement de faire des checklists. Dans l'ingénierie, c'est ce qu'on trouve dans plein de domaines. Et l'objectif d'une checklist, quand on regarde la définition, c'est de compenser les limites de notre mémoire et de notre attention. C'est ça l'objectif d'une checklist. Et du coup, l'informatique étant encore une science un peu jeune par rapport à d'autres modèles d'ingénierie plus anciens, on n'a pas encore beaucoup, on ne voit pas partout des checklists foisonnées. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc si vous avez lu la description de ce talk-là, au début j'avais mis 30 points d'attention, et puis après le titre c'est 50 points d'attention, et en fait maintenant j'en suis à 70, et puis plus on avance de mois en mois, plus du coup on améliore ça. Donc vous en faites pas la checklist à la fin complète. Un bon spreadsheet. Mais en gros, si on liste un peu tout ce qu'il y a avec différents domaines, c'est pas uniquement du développement quand on construit une API, il y a plein d'autres dimensions. Et donc là, on n'a que 25 minutes, donc on va faire certains points de focus sur des choses que en tout cas je ne trouve pas ailleurs, j'ai pas vu ça assez communiqué. La première chose, si je vous dis il faut que vous implémentiez ces 70 points dans votre API, la prochaine fois que vous allez développer une API, vous allez me dire « Meryl est fou, ça prend énormément de temps et nous, on veut y aller de manière itérative, etc. » Alors je sais que le modèle itératif, on y va étape par étape, la méthode Lean, etc., c'est une bonne manière de faire, mais je vais essayer d'avoir un contre-argument aussi là-dessus en disant que personne ici n'est né développeur d'API, à moins qu'il y ait des exceptions. Du coup, comme le disent les Finlandais, donc personne n'est né développeur d'API, et l'objectif, en fait, avec ces principes-là, c'est que plus on va les faire, plus vous allez développer des API, plus vous êtes rapide à faire une API. Maintenant, en une matinée, certains d'entre vous sont totalement capables de faire une API CRUD basique. Et donc ça, c'est l'exercice qui fait le maître. Et les Japonais rajoutent, donc c'est toujours la même phrase, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais dans les différentes cultures. Et ce qu'on voit avec les Japonais, c'est qu'ils disent qu'il faut connaître tous les principes de construction d'une API pour savoir où est-ce qu'on se trouve, en fait, et savoir qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois apprendre. Et donc c'est aussi pour ça que cette checklist-là, elle existe. Donc vous devez développer une API, on est avant le développement. La première chose à faire, de toute façon, c'est le monde du numérique, c'est un monde totalement virtuel, une salle blanche en mode Matrix, et on peut imaginer tout ce qu'on veut finalement, on n'a aucune limite.
Donc quand on va créer quelque chose, il y a forcément un objectif. Donc il faut qu'on définisse notre objectif. Quel est l'objectif de cette API-là? Et comme on est encore d'une société où il faut faire de l'argent, il y a forcément des objectifs business derrière, en tout cas dans la majorité des API. Normalement, là ici, je vais vous parler de SLO, SLA, SLI. À qui ça parle, ça? J'aurais peut-être dû faire une question inverse. Ok. En fait, SLO, SLA, SLI, SLO, c'est Service Level Objective. Je vais définir un objectif, un ensemble d'objectifs que mon service, mon API va devoir respecter. Des objectifs, un objectif, il est mesurable, il est sur une période de temps. Il dit d'où est-ce que je le mesure et combien de temps je le mesure. Et puis ensuite, cet objectif-là va être basé sur des indicateurs, donc par exemple le taux d'erreur, la latence, etc. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les SLA, et ça en fait, c'est un contrat qu'on peut passer, explicite ou implicite, qu'on peut passer avec le consommateur de cette API-là. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a tout le détail plus tard. Puis deuxième étape, quand on va vouloir commencer à créer le projet, la première question qu'on va se demander, c'est comment j'appelle mon repo sur Git ou équivalent. Donc on va devoir donner un nom à ce service. Et ça en fait, c'est fondamental. Vous connaissez sans doute la citation de Phil Carlton qui dit qu'il y a deux choses complexes en informatique, l'invalidation du cache et nommer les choses. On va juste parler aujourd'hui de nommer les choses. Si je vous dis que l'API, on va l'appeler UPS, ça ne va pas forcément vous parler. Si je l'appelle RCPU, Ghostbuster ou Thanos Service, quoique Thanos, c'est peut-être du Chaos Monkey, mais ça ne va pas forcément vous évoquer quelque chose. Par contre, si l'API s'appelle User Preference, tout de suite, on comprend ce que ça va faire. On comprend que c'est sur un domaine qui va gérer les préférences utilisateurs. Encore plus puissant, des gens non techniques vont comprendre ce que ça fait. Et là, on en vient à un point fondamental en informatique qui parfois passe à côté, c'est de se dire qu'en fait, le nommage doit être ennuyeux. Nommer mon API ou nommer les ressources de mon API, ça doit être ennuyeux. Et si c'est ennuyeux, ça va être descriptif, ça va être non ambigu, ça va être transparent. Et encore plus puissant, ça va respecter deux principes qui sont un peu fondamentaux en informatique. Sur la partie logique et la partie data. Sur la partie data, il y a le principe de source de vérité unique. Et sur la partie logique, que vous connaissez tous, c'est le principe de séparation d'intérêts, ou de séparation des préoccupations. Chaque chose doit avoir une seule responsabilité. Et donc ça veut dire que je ne peux avoir qu'un seul service qui va s'appeler User Preference au sein de mon système d'information. Et donc en respectant ça à chaque fois qu'on construit une API, eh bien, même si l'entreprise a une DSI de 250 ou de 1000 personnes, eh bien, forcément je vais retrouver un User Preference qui existe déjà et donc je ne vais pas le réimplémenter. Et donc je m'assure d'être cohérent dans tout mon SI. Puis on va commencer le développement. Mais avant de commencer le développement, on va connecter notre API à ce qu'on appelle un IAM. Qui sait ce qu'est un IAM? Qui en a déjà entendu parler? C'est juste pour savoir. Ok. Donc du coup, petit rappel pour les autres. Un IAM, ça gère trois choses. L'authentification, l'autorisation et l'audit. Si on reprend une vue d'un système d'information, on a d'abord toute la partie logique, physique, donc les serveurs, le réseau, etc. Puis ensuite une partie logique, où on va gérer des machines virtuelles, un réseau virtuel, etc. Puis on retrouve ici l'IAM. Donc IAM, Identity and Access Management, c'est une brique essentielle d'un système d'information. Et ce qu'on observe, c'est que dans les systèmes d'information un peu historiques, et même dans les nouveaux systèmes d'information, il manque souvent cette brique-là. Or, c'est cette brique qui est essentielle pour gérer toute la stratégie de sécurité du système d'information. Et par-dessus, ok, on va offrir à toutes nos équipes de développement, peu importe qu'on soit une scale-up ou une grande entreprise, on va fournir des services, et puis au-dessus, on va avoir nos fameuses product teams qui vont utiliser les services, l'IAM, etc., pour développer leur applicatif. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'entreprise devient une plateforme sur laquelle reposent les équipes. L'objectif, finalement, de l'entreprise, c'est de fournir tous les services dessous, et que les équipes, elles aient simplement la vision et l'objectif, et des objectifs à accomplir, et qu'elles soient en autonomie pour réaliser cette vision-là. C'est comme ça que ça marche chez Amazon, c'est comme ça que ça marche chez Spotify notamment, etc. Ok. Donc ça doit se connecter à l'IAM. Notre API va devoir se connecter à l'IAM. Un IAM, ça fonctionne à peu près comme ça. Donc là, c'est un exemple de schéma d'un IAM qui s'appelle Keycloak, c'est open source, c'est développé par Red Hat, c'est en Java. Mais il y en a d'autres qui sont en SaaS notamment. J'ai vu qu'il y avait des gens de Auth0 ici. On a aussi Google Cloud Identity, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre API, dans votre langage de programmation, framework favori, elle se trouve en haut à droite, et qu'à chaque requête qui va arriver dessus, on va avoir, suivant les terminologies, un middleware ou un routeur qui va prendre du contexte de cette requête-là, le transmettre à l'IAM, et l'IAM va vérifier si la requête est authentifiée ou pas, détecter s'il y a des autorisations appliquées, et s'il y a des autorisations appliquées, prendre une décision, enregistrer ça dans ce qu'on appelle l'audit, donc ce qui permet de savoir toutes les décisions d'autorisation qui ont été faites au sein du système d'information, puis retourner la réponse,
Et là, en fait, la requête va soit être transférée à votre contrôleur, soit va totalement être rejetée dès cet instant. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les API qu'on développe devraient être authentifiées, même les appels entre elles. Et donc là, parfois, ça génère de la stupéfaction. On se dit, non, mais je ne veux pas authentifier toutes mes API, c'est pas... Ok, donc on va revenir en 1990. En 1990, on était dans un mode qu'on appelait la sécurité par périmètre. Vous imaginez que votre système d'information, c'est un château fort, et que vous avez un pont-levis, et que le seul moyen de rentrer dans le château fort, là où il y a tous vos applicatifs, c'est de passer par le pont-levis. Le pont-levis, ça va être le firewall, le WAF, etc. Et donc, on se dit dans les années 90, ok, on n'a pas besoin de gérer l'authentification au sein de nos API, de toute façon, les pirates, ils passeront jamais le pont-levis. 10 ans plus tard, année 2000. Dans les années 2000, on voit l'explosion des software as a service, donc on commence à utiliser des choses un peu en dehors du système d'information, donc le périmètre du système d'information déjà est moins clair. Et puis, surtout, on commence à avoir des employés qui bougent et qui vont être en mobilité, donc ils vont devoir se connecter via VPN pour accéder au réseau, donc passer le pont-levis. Mettez-vous à la place d'un attaquant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement s'attaquer au poste des employés qui ont déjà accès au VPN, et là c'est Disneyland. On peut se balader directement, on a accès aux API, c'est vraiment super. Donc dès les années 2000, on se dit, ce modèle de sécurité par périmètre, de château fort, ça ne fonctionne pas. C'est très facile de passer le pont-levis. Ou en tout cas, le risque de passer le pont-levis est tellement, l'impact serait tellement élevé qu'on ne va pas vouloir faire ça. Et donc dès 2010, on se dit, il faut absolument tout authentifier. Donc là, on est en 2019. On est en 2019 et ça commence à devenir une commodité. On a Keycloak et d'autres outils open source qui nous permettent d'avoir d'IAM et de le mettre en place directement sur votre prochain projet. Et puis aussi, pour ceux qui font un peu de Kubernetes, maintenant on a Istio, et dans Istio, il parle de ce qu'on appelle Application Segmentation. Ça veut dire exactement la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les appels doivent être authentifiés entre eux et qu'on fait du zéro trust. Je ne crois pas aux autres machines dans mon réseau et je demande de l'autorisation. Ok, donc étape 1, on connecte l'API à l'IAM, c'est le strict minimum. Étape 2, faut considérer la temporalité, le temps. On oublie parfois l'impact du temps sur un projet au moment où on le développe. On se dit non, mais je verrai ça plus tard. Oui, mais le problème, c'est que gérer la version, c'est quelque chose qu'on doit anticiper en amont. Soit ça devient une habitude et du coup, on sait déjà gérer ça, mais il faut qu'on soit explicite sur notre manière de gérer les versions. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez sans doute tous Semver. Ok, silence total dans la salle. Semver, c'est enfin une bonne solution parce qu'on sait que quand on a une nouvelle major qui tombe, c'est que c'est un breaking change et on peut s'appuyer aussi sur toutes nos librairies pour savoir comment on gère l'évolution de nos dépendances. On peut aussi l'appliquer sur le versionning de notre API. Un cran au-dessus, on a ce qu'on appelle le conventional commit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça vient un peu de l'environnement front-end, mais en fait on va mettre des messages de commit de manière formatée pour ensuite générer un changelog. Et on peut même aller plus loin, en fait, ça peut même générer automatiquement la nouvelle version et la taguer. Et du coup, une API, ça se versionne. Donc effectivement, quand on l'API sur du HTTP, et encore une fois, moi, mon objectif, c'est que ça soit intemporel ce que je dis. Donc cette partie-là est temporelle, puisque là, on fait du HTTP, mais peut-être que demain, on voudra faire du protocole binaire uniquement. En tout cas, sur du HTTP, une bonne pratique, c'est de passer par le header accept. Donc GitHub, très bon élève, font ça très bien. Une moins bonne pratique qui n'est pas du tout dans le standard, c'est de se dire on va versionner avec du sous-domaine, pourquoi pas. Puis encore une autre pratique, c'est qu'on va passer par le pass. Et là, on voit que les ingénieurs de chez Twitter, entre la V1 et la V1.1, ils n'ont pas suivi la même cohérence. Et puis Twilio, eux, ils ont une autre approche. Ils versionnent par une date. C'est aussi intéressant. Et puis je suis sûr qu'il y en a qui sont assez fous pour faire du versionning par query string. Si vous avez des exemples, je suis preneur. Et enfin, il y a Stripe. Et là, Stripe, vraiment, j'aurais pu faire 25 minutes uniquement sur leur manière de faire. C'est assez impressionnant et je voulais faire un point de focus là-dessus, sur comment ils versionnent leur API. Parce que si certains d'entre vous ont déjà essayé de mettre en production plusieurs versions d'une API et de maintenir ces différentes versions, on sait que c'est assez, on va le dire, chiant à gérer. Donc on va faire un peu d'ingénierie inversée sur comment ça fonctionne chez Stripe. Stripe, en production, ils ont toujours la dernière version de leur API. Sauf qu'ils sont capables de supporter des appels dans une version de leur API qui remonte à 2016. Donc ici, on a notre client, on a l'API de Stripe, je fais une requête sur mon client, je fais une requête sur l'API de Stripe, et en fait, ce que va faire Stripe, c'est que cette requête-là, il va l'envoyer à son IAM, parce que eux aussi, c'est des bons élèves, pour l'authentifier et l'autoriser. Ensuite, ça redescend, ils reçoivent des informations de métadonnées autour du client, et là, ils vont faire quelque chose de différent.
ils vont contacter une sorte de base. Alors c'est de l'ingénierie inversée, hein, donc ça veut dire qu'on considère que Stram est une boîte noire et on essaie de comprendre comment ça marche à l'intérieur. Ils vont contacter une sorte de base qui va permettre de dire ce client-là, voilà la version d'API qu'il souhaite. Donc là, ils vont recevoir un résultat, l'API de Stripe va recevoir un résultat, et ce qu'elle va savoir, c'est que la requête du client, en fait, elle est en version 2. Et elle attend une réponse en version 2. Mais Stripe, en production, il est en version 3. Donc comment ils font? En fait, ils ont du code, tout comme les migrations qu'on a sur les bases de données, ils ont des migrations pour les requêtes et ils ont des migrations pour les réponses. Donc en fait, ils vont appliquer une migration de code qui va transformer la requête de format V2 à format V3, exécuter la requête dans leur handler en format V3, puis avoir une done migration de V3 vers V2 et retourner la réponse au format V2. Donc là, vous allez dire, ok, t'as beaucoup d'imagination, mais ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'ils font. En fait, il y a un article qu'ils ont publié en 2017 qui explique exactement ça. Bon, alors c'est en Ruby, mais on pourrait faire ça dans n'importe quel autre langage. Et en fait, avec du code, ils décrivent à chaque fois les changements qu'ils font. Alors déjà, ça c'est super puissant, parce que le code, c'est la spécification. Donc de ça, ils sont capables de générer leur changelog, leur documentation, et même de vous dire, au fait, toi tu utilises la version de 2016, voilà tout ce qu'on a mis comme breaking. Et tout ça à partir du code. Comme le code est la source de vérité, c'est super cool. Donc je me suis dit que je pouvais partager ça avec vous, parce que franchement, n'hésitez pas à aller lire cet article, c'est vraiment passionnant. Bon, une API, on est en 2019, mais on fait encore majoritairement de l'informatique de gestion, à 80-85% de nos API. Donc on doit générer toutes ces choses-là, aller chercher de la data, etc. On fait du CRUD, hein. Donc pagination, search, sorting, etc. Alors j'en ai déjà parlé l'année dernière sur, si vous posez ces questions-là, je vous en ai parlé là-dessus, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, je vais faire un point de focus sur la pagination. La pagination, moi ce que j'entends souvent, c'est ça. C'est, non mais la pagination, bon, là je ferai ça plus tard. Alors ceux qui ont vu, qui comprennent ce que c'est une complexité temporelle de ON ont déjà saisi la blague. Pour les autres, le problème de la pagination, si on ne la gère pas en amont, c'est que dans un premier temps, on va envoyer l'API en production, ça va retourner 10 éléments, et puis plus on va avancer dans le temps, plus la base de données va avoir des informations, et donc l'API, sur cette même requête, va retourner de plus en plus d'éléments. Et donc la requête va prendre de plus en plus de temps, jusqu'au point où on va se taper des timeouts, enfin quelque chose de mal va se produire. Et en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas respecté, pour moi, le troisième principe le plus important en informatique, qui est on limite tout dans l'espace et dans le temps. Dès qu'on construit une API, ce qui est très intéressant avec les API, même quand on regarde depuis les années 60 jusqu'à maintenant, quand on construit une API, il y a une notion de contrat, et dans un contrat, on doit tout limiter dans l'espace et dans le temps. Alors d'ailleurs, la présentation d'avant, c'était sur les types. Les types, ça permet aussi de faire ça, ça permet de limiter les choses, de limiter ce qu'on peut faire et ce qu'on va permettre de faire. Et donc ça, c'est important. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est mais pourquoi est-ce qu'il y a certains développeurs plutôt que d'autres, ou développeuses plutôt que d'autres, ils n'arrivent pas à mettre en place la pagination dès le début? Pourquoi? En fait, je reviens à ça, c'est mettre le plus de contraintes en amont. Si on n'a jamais fait l'exercice d'avoir le niveau d'abstraction suffisant pour avoir implémenté la pagination à un seul endroit de notre API et que ça marche pour toutes les ressources, alors effectivement, ça nous paraît lourd d'implémenter ça à chaque fois pour chaque ressource. Mais quand on l'a implémenté une fois, alors il y a des frameworks qui font ça très bien, mais quand on l'a implémenté une fois, à un seul endroit, eh bien du coup c'est facile d'avoir de la pagination à tous les niveaux. Et c'est pareil pour les autres éléments que je montrais précédemment, la projection, etc. Donc il nous reste 6 minutes 30, c'est parfait. Un autre point important, la gestion du multitenant. Qui a déjà entendu parler de la gestion du multitenant? C'est parfait, on va pouvoir en parler. Du coup, la gestion du multitenant, admettons qu'on doit développer une API pour la conférence Best of Web. Donc on va développer, donc on met notre API, on a une base de données, on est dans notre environnement local, et comme on est des bons élèves, boum, on se connecte directement sur Staging et sur l'IAM. Donc l'IAM, en fait, ça va permettre de gérer les utilisateurs, notre application cliente, les droits d'accès, etc. Donc je crée un client là-dedans, on appelle ça un client, ça va me donner des identifiants, je vais les mettre. Alors bien sûr, je vais mettre ça en variable d'environnement, je ne vais pas mettre ça directement dans le code source, les secrets. Ok. Et puis je vais rajouter une contrainte qui est, on va devoir se connecter à Twitter. En d'autres termes, pour chaque speaker qu'on va afficher en retour de notre API, on veut avoir ses derniers tweets. Pourquoi pas? Donc là, réflexe, on se dit, ouais, c'est très bien, très simple, je vais aller sur developer.twitter.com, je vais créer une app qui va s'appeler DevTalks, ça me donne des identifiants, je les saisis via vardanv, boum, ça marche. Ok, on fait nos tests, tout marche, on arrive en staging. En staging, du coup, pareil, je vais me connecter sur l'IAM, et puis là, par contre, je me dis, ah non, en fait, il ne faut pas que je me connecte avec mon app de dev
en staging, mon app Twitter de dev en staging, parce que si je fais de la merde sur mon environnement de dev, ça va me bousiller mon staging. Donc non, du coup je vais créer une deuxième app chez Twitter qui va s'appeler staging dev, comme ça si mon app de dev se fait bloquer, celle de staging va continuer à fonctionner sur Twitter. Ok, on est tous d'accord là-dessus? Bon, ok. Staging passe, tout le monde est content, on passe en prod. En prod ça rigole plus, on se connecte sur l'IM de production. Et là, de la même manière, si je m'amuse sur staging à faire plein de requêtes, je peux peut-être bloquer mon app, mes accès, et donc je vais créer une troisième app chez Twitter qui va s'appeler Talks Production. Ça me donne d'autres tokens, je les mets, ça marche, youpla boum, je suis content. Et donc là, on va juste s'arrêter 5 secondes sur ça, et de se dire, mais tiens, c'est bizarre quand même, parce que Twitter, on se connecte sur leur prod, alors que l'équipe qui gère l'IM, là, on se connecte sur staging chez eux. Et pourquoi on ne va pas se connecter sur staging chez Twitter? Pourquoi on ne se connecte pas sur l'environnement de staging chez Twitter? Ou sur Salesforce, ou je ne sais pas. Eh ben en fait, peut-être que Twitter, on respecte leur vie privée, et on se connecte sur l'environnement de production, parce qu'on considère que c'est un environnement public, et l'équipe IM, en fait, qui est au sein de notre entreprise, peut-être que c'est juste le copain à côté qui est en train de faire ça, mais eh bien en fait, lui, on ne respecte pas son environnement privé. Et peut-être que la production, c'est le seul environnement public, et que tous les autres environnements sont des environnements privés au sein d'une équipe. Tout comme on a la notion d'environnement de public et de privé sur d'autres types de programmation. Donc ça, il faut qu'on le change. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Twitter, on avait des applications. Avec l'IM, ce qu'on a, c'est... Hop là. Ah oui, effectivement, il faut pointer sur les productions des autres. Bon, ça, c'est assez classique. Mais avec l'IM, en fait, on a une notion de royaume. Un royaume, c'est une isolation logique qui va nous permettre d'isoler des utilisateurs, des clients, des rôles, etc. Donc je peux créer 3 royaumes qui vont me donner 3 accès, et je vais changer la configuration de mon staging et de mon dev, et pointer là-dessus. Et là, la question qui se pose, donc là ça marche, ce qui fait que IAM, ils sont en toute autonomie pour gérer leur staging et leur environnement de dev. Super. Mais la question qui se pose, c'est, oui, mais moi, mon API là, que je viens de développer, si d'autres veulent aussi écrire des talks de test parce qu'ils ont une API qui dépend de la mienne, comment ils font? En fait, ce qu'on voit, c'est que Twitter, ils ont une notion de app, que l'IM, il a une notion de royaume, et peut-être que nous aussi, on doit penser une primitive au moment où on conçoit notre API pour permettre aux autres d'avoir leurs propres environnements qui tournent dessus. Donc ça peut s'appeler des organisations, des sites web, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où on implémente ça dès le début sur ces API, il y a 2 effets qui se coulent. Premier effet, vous augmentez la productivité des autres équipes qui vont dépendre de votre API, parce qu'elles vont pouvoir exécuter leur jeu de test directement sur votre production. Et le deuxième point, c'est que c'est un levier d'opportunité business. Alors vous connaissez tous Jeff Bezos qui chez Amazon dit tout ce qu'on doit développer maintenant doit être une API. Eh bien du coup ici c'est la même chose en fait. L'entreprise, votre entreprise c'est une plateforme, tout va pouvoir être vendu, et l'entreprise va être un consommateur de l'API, mais parmi d'autres. Si demain vous souhaitez vendre ça à quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire. Et ça on peut le faire notamment grâce à l'IM, on va pouvoir gérer ses droits d'accès grâce à l'IM. Alors 2 questions qui arrivent à chaque fois qu'on présente ça, je les fais rapidement. Comment est-ce qu'on exécute les tests end-to-end et comment est-ce qu'on exécute les tests de perf? La question, on peut faire une inversion de contrôle là-dessus, de se dire, mais les tests de perf, finalement, si j'ai un script qui s'amuse avec du AWS Lambda à taper sur mon API, qui est en train de faire en fait un test de perf sur ma prod, non souhaité, de toute façon, je vais devoir le gérer. Donc la réponse, en fait, c'est peut-être de se dire, est-ce que j'ai bien mis en place du rate limiting? Est-ce que j'ai bien mis en place du request throttling, des quotas? Bon, tout ça, c'est normalement dans d'autres principes, mais ils sont listés. Hein. Et si vous vous demandez comment ça marche à l'échelle, ça, il y a un super tout petit bouquin de Susan Fowler qui a bossé chez Uber. Uber, c'est 1200 ingénieurs de mémoire, et qui ont mis ça en place, en fait. Tout ce qui a été présenté juste avant, c'est un exemple notamment pris chez Uber, mais que j'ai pu remettre en place dans d'autres entreprises. Toujours limité dans l'espace et dans le temps, dès qu'on fait des appels sur le réseau, on sait qu'on a des biais et qu'on se dit non, mais t'inquiète pas, ça va fonctionner, alors qu'en fait non, il y a des time-out, il y a le stagiaire qui s'est pris les câbles dans le routeur, ce genre de choses. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre des time-out sur les appels, et quand on parle d'appels, c'est pas que les appels API, c'est aussi les appels aux bases de données. Et la bonne nouvelle, c'est que si on a une bonne base de données, comme PostgreSQL, on va être en capacité de mettre des statements de time-out, et dire ma requête, elle ne doit pas prendre plus de temps de temps. Et donc là, je limite tout dans l'espace et dans le temps. Et je vais gérer de manière explicite les erreurs réseau, etc. Et c'est sain, c'est un cercle vertueux. Et donc ça veut dire aussi que je vais devoir gérer des retries, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mal qui va se produire. Une autre chose, bon, celle-ci elle est assez classique, hein, faut mettre en place des tests, bon, ok. Qui travaille dans une entreprise qui n'a toujours pas de test?
Ok, ce message est pour vous. À la fin, je sais pas, qui n'a jamais entendu parler des smoke tests? Ok. Du coup, un smoke test, alors, pour ceux qui n'ont jamais de test, une première étape, à chaque fois, le plus dur, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des tests? Je vais vous proposer un truc, en tout cas d'expérience, qui marche le mieux dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle les smoke tests. Vous allez faire environ 5 tests qui vont se mettre de l'extérieur de votre applicatif et tester les scénarios utilisateurs les plus essentiels. Se créer un compte, se connecter, faire l'action que votre applicatif fait. Et juste vérifier que ça marche. Et ça, c'est un test que vous avez écrit. Et ce qu'on appelle un smoke test, c'est l'exécution de ces tests-là sur un environnement de staging et de production, par exemple, toutes les 5 minutes. Donc on va exécuter ce test en boucle. Alors effectivement, vous avez créé des comptes, mais ça ne coûte pas grand-chose de créer des comptes, hein, c'est juste une ligne dans une base de données. Et après, il y a 2-3 trucs particuliers, mais on va créer des comptes comme ça, et on va être alerté au maximum 5 minutes quand quelque chose d'anormal va se produire. Alors effectivement, il va y avoir des faux positifs, mais l'intérêt, c'est qu'on est alerté proactivement quand quelque chose s'est produit sur notre production. Et ça, c'est très utile. En fait, c'est du Pareto, hein, on fait 20% d'efforts, 80% de résultats. Et ça, pour ceux qui n'ont pas du tout de test, c'est un super gain. Et ça permet d'être alerté avant que ça soit un de vos clients qui vous dise, au fait, il y a tel truc qui ne fonctionne pas. C'est quand même mieux d'être alerté avant. On a bientôt plus de temps, je pense. Du coup, pareil au niveau du serveur. Alors, il y a des choses qu'on peut faire directement au niveau du kernel. Typiquement, le nombre de connexions simultanées, on sait que ça ne sert à rien, par exemple, d'autoriser sur un serveur plus de 100 000 connexions. Bon, bah, autant le mettre. Et puis après, il y a toute la problématique de rate limiting. Vous allez voir plusieurs niveaux de rate limiting. Donc tout ça, encore une fois, c'est expliqué, mais il y a majoritairement 3 niveaux. Par IP, par authentification, et j'en oublie un, là j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Et puis il y a d'autres choses que les gros peuvent faire, mais que pour nous, on n'a pas encore les commodités pour pouvoir le faire. L'orchestration, avant, c'était réservé qu'aux gros. Maintenant, avec Kubernetes et autres, on est capable d'avoir ça directement sur nos infrastructures. La gestion de l'IAM, avant, c'était réservé pour les gros, et maintenant, on l'a. Les quotas, en tout cas, j'en ai pas connaissance, eh bien, actuellement, c'est encore réservé aux gros, mais l'intérêt, c'est qu'on peut imaginer que d'ici 5-10 ans, on va pouvoir avoir ça. Et donc, l'idée, c'est de dire que toutes les opérations qu'un utilisateur peut faire, je vais les limiter en quotas. Et pareil, c'est un super levier de monétisation ensuite. Et on continue, là on se rapproche de la prod, de la préparation pour la production. Le monitoring ne sert à rien sans alerting. On est des humains, on n'est pas fait pour rester H24 devant un dashboard. Notre objectif, c'est d'être alerté proactivement quand quelque chose d'anormal se passe. Et donc quand je vais construire mon API, il faut que j'identifie quels sont les différents points déjà qui peuvent merder. Et une fois que j'ai identifié ces points-là, je vais avoir des métriques. Ces métriques-là, je vais les mettre sur des dashboards, je vais mettre en place des alertes. Et le point qui est essentiel aussi derrière, c'est dans ces alertes-là, je vais mettre une description pour que celui qui reçoit l'alerte sache quoi faire. C'est ce qu'on appelle des runbooks. Parce que ce n'est pas forcément vous qui allez recevoir l'alerte. Même dans une équipe de 2, dans la petite startup qui débute juste, eh bien, on va vouloir mettre en place des runbooks. Parce que tout ça, c'est très bien, mais il faut aussi savoir quoi faire une fois que l'alerte arrive. Donc le monitoring sans alerting, ça sert à rien, et parfois c'est aussi bon de le rappeler. C'est pas parce que je mets en place une métrique qui va être utile, quoi. Ça va être dans un dashboard, très bien, mais si je ne suis pas alerté parce qu'il y a une variation anormale, oui, bah, j'ai peut-être un peu perdu de temps à mettre en place cette métrique. Donc là ici vous avez un exemple de runbooks chez GitLab, c'est en open source chez eux, donc n'hésitez pas à aller voir. Pop, pop, pop. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ok, très bien. Eh bien je vais terminer, je pense, sur cette slide-là. Au tout début, au commencement, il y avait ce qu'on appelait le restart deployment. C'était genre je restart, ça fait une interruption de service, mais YOLO. Puis ensuite, on a eu le blue-green deployment. C'est un peu comme le restart, sauf qu'en fait, on met ça sur 2 plateformes et on redirige le trafic quand on est bon, mais ça reste encore du restart. Et ensuite vient le rolling update. Alors, ça me fait un peu penser à la présentation qu'il y a eu chez Algolia, le retour d'expérience, parce que le rolling update par rapport aux deux modèles de déploiement précédents, vous devez supporter au même instant une version N et une N-1 ou N+1. Et donc ça, il faut que l'applicatif le prenne en compte et qu'il faut que votre code le prenne en compte. Et avant, ça, c'était assez complexe aussi à mettre en place, mais maintenant, on a les passes avec les passes et les casses. Du coup, on peut mettre ça en place rapidement. Et pour l'instant, la Rolls-Royce, c'est de faire Dark Launch, Canary, Rolling Updates. Dark Launch, je ne sais pas si vous connaissez, on copie du trafic de production et on l'envoie sur votre applicatif en continu. Donc il y a des outils open source comme GoReplay qui permettent de faire ça. Et puis ensuite, Canarying, bah ça, on a maintenant ça avec Istio ou autres qui nous permettent de rediriger. En fait, quand on déploie notre applicatif, on va rediriger progressivement de plus en plus de pourcentage de trafic de production dessus. Et on va observer comment il se comporte. Et de manière automatique, on va pouvoir rollback si quelque chose d'anormal se produit. Bon. Donc là, c'est qu'un petit extrait
avec certains points de focus sur cette checklist-là. Il y en a plein d'autres. Et on a vu que ça va avant le développement, pendant le développement, avant la prod et après la prod, il y a différentes étapes qu'il faut potentiellement respecter. Donc n'hésitez pas aussi à participer là-dessus. Et vous pourrez la voir ici, sur getnobullshit.com. Merci.